Alors, mes petits monstres, on aime les histoires effrayantes, on aime frissonner la nuit, de bon matin. Alors bienvenue sur le Grimoire Noir, qui recèle toutes vos peurs, vos paranoïas, vos craintes, vos envies noires. Ici on débute, alors aidez-nous, aidons-nous à créer le meilleur contenu ensemble pour trembler dans le noir. Like et retour en commentaire sont primordiaux pour notre visibilité et notre progression. Lâchez donc un petit coup de griffe. N'hésitez pas, mes petits monstres. Je ne mords pas. En tout cas, pas ici. Commençons. In the darkness, we trust. N'est-ce pas, mes petits guiders? Mais ceci est une autre histoire. L'expérience ukrainienne du sommeil. 15 jours d'horreur. Jour 1. Je ne sais pas par où commencer ni comment raconter ce cauchemar réveillé. Je suis un chercheur en neurosciences affecté à un projet ultra secret sous les ordres directs d'une branche obscurcie du gouvernement ukrainien. Ils m'ont promis la gloire scientifique, un remède révolutionnaire contre l'insomnie. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. On m'a assigné à surveiller une expérience de privation de sommeil jamais tentée auparavant, en utilisant un gaz expérimental censé maintenir le sujet éveillé sans aucun effet secondaire apparent. À des buts militaires, bien évidemment. Vous comprendrez pourquoi. 5 sujets humains ont été enfermés dans une chambre hermétique isolée du monde extérieur, privée de tout contact. Leur but ? Rester éveillé pendant 30 jours. Je dis l'heure, mais ils sont déjà devenus autre chose. Ils ne sont plus des hommes, ils ne sont plus des humains. Depuis le premier jour, je suis derrière la vitre blindée, observant leurs mouvements, leurs regards, notant chaque détail. J'ai un carnet où j'écris tout. Mais parfois je me demande si ça a encore un sens. Si ce que j'écris pourrait un jour être compris. Dès les premières heures, des changements subtils sont apparus. Ils parlent entre eux d'une voix basse, presque chuchotante, comme s'ils échangeaient des secrets ou des malédictions. Le gaz semblait tenir ses promesses, aucun signe de sommeil ni de fatigue. Pourtant, leurs yeux devenaient étranges, vitreux, presque animaux. Ils évitaient mon regard comme s'ils savaient quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. J'ai vu l'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années, serrer ses poings si fort que ses jointures blanchissaient. Son souffle s'était accéléré, mais il ne criait pas. Il murmurait des mots incohérents, des phrases en ukrainien ancien, presque une incantation étrange. Mais le plus étrange encore, c'était sa transformation psychologique. À mesure que les heures passaient, il semblait sombrer dans une folie douce, une folie tordue, qui les rendait incapables de distinguer la réalité de leur cauchemar éveillé. J'entendais des rires étouffés, des chuchotements qui ne venaient pas d'eux, comme des voix venues d'une abîme insondable. Je me suis surpris à me demander s'ils étaient encore là, dans cette pièce, ou s'ils étaient déjà partis dans un autre monde, un monde fait de terreur et de désespoir. Le jour 2, les cris ont commencé. Pas des cris comme ceux d'un homme en détresse, mais des hurlements déformés, gutturaux, presque inhumains. J'ai vu l'un des sujets taper sa tête contre les murs encore et encore, jusqu'à ce que le sang coule de son front. Je voulais intervenir, arrêter l'expérience, mais mes supérieurs n'avaient pas du tout prévu ça. Ils m'avaient bien fait comprendre que c'était impossible. C'était pour la science, disait-il. Ça, ils me l'ont répété. Mais je sais, au fond de moi, que nous étions en train d'ouvrir une porte qu'il aurait fallu laisser fermer. Je commence à perdre pied. Ce que je vois, ce que j'entends ne ressemble plus à la réalité. Parfois, j'entends un murmure derrière la vitre, un souffle qui m'appelle, qui me promet que tout cela a un sens, que je dois continuer à regarder, mais j'ai peur. J'ai peur de ce que je pourrais découvrir demain et surtout, j'ai peur de ce que je suis en train de devenir. Jour 3 et jour 4, il y a eu un approfondissement. Je vais revenir en arrière. Vous donner le contexte exactement. Cette expérience n'a jamais été destinée à aider l'humanité. C'était un projet militaire, secret, né dans le chaos d'un conflit où l'endurance humaine devenait une arme. On cherchait à créer des soldats capables de rester éveillés des semaines entières, insensibles à la fatigue, prêts à combattre, sans jamais dormir. La méthode ? Un gaz expérimental,
développé dans les laboratoires obscurs de l'Est de l'Ukraine, censé stimuler le cerveau sans interruption. Moi, simple chercheur, j'ai été embarqué là-dedans, naïf au début, persuadé de participer à une avancée scientifique majeure pour mon pays. Les 5 sujets, c'était des prisonniers politiques choisis pour leur résistance psychologique, ou du moins ce qu'on croyait être leur résistance. Ils avaient été recrutés de force, leur dossier brûlé dans un acte de pure barbarie bureaucratique. On leur avait promis la liberté s'ils supportaient l'expérience. Mais personne ne sortait jamais vivant de ces murs. Ce jour-là, j'ai senti un frisson dans le dos, que ces hommes n'étaient pas des cobayes. Ils étaient des âmes brisées, qu'on jetait dans un abîme sans fond. Psychologiquement, ils ont commencé à s'effondrer bien plus vite que prévu. Dès la première nuit, leur personnalité s'était transformée, fracturée. Des fissures invisibles se creusaient sous la surface. Leur voix changeait de ton, devenait plus aiguë ou plus basse, tremblante ou glaciale, et parfois, elles se superposaient comme si plusieurs voix parlaient dans leur tête. J'ai essayé de communiquer, de comprendre ce qui se passait, mais ils étaient devenus méfiants et parfois agressifs. Ils se tournaient les uns contre les autres, cherchant un coupable dans cette pièce close. L'un d'eux, nommé Sergi, s'est mis à écrire sur les murs avec son propre sang des symboles étranges, des phrases dans un mélange d'ukrainien et de dialectes oubliés, presque occultes. C'était comme si le gaz réveillait une partie de leur cerveau totalement déconnectée de la réalité, une part primitive et monstrueuse. Leur langage devenait une clé vers une folie indicible, un abîme mental où la raison n'avait plus sa place. Physiquement, les changements étaient terrifiants. Leur peau s'est mise à perdre son éclat, devenant pâle, presque translucide, comme si leur corps se nourrissait du gaz, mais refusait la vie. Leurs yeux, cernés et injectés de sang, reflétaient une épuisante lucidité, un regard vidé d'humanité. Leurs muscles tremblaient, leurs gestes devenaient saccadés et désordonnés. Parfois, ils se tordaient de douleur sans raison apparente. Je les ai vus arracher leur propre chair, leurs ongles, cherchant une libération à cette torture invisible. Le plus perturbant, c'était leur comportement rituel. Chaque nuit, à heure fixe, ils s'isolaient dans un coin de la chambre, chuchotant entre eux, comme s'ils invoquaient quelque chose. Je les ai surpris parfois en train de s'auto-infliger des blessures, comme s'ils voulaient sentir la douleur pour ne pas sombrer complètement dans ce vide incommensurable. Leur corps devenait un champ de bataille entre leur conscience humaine et une force interne qu'aucun d'eux ne contrôlait visiblement. L'expérience pourtant continuait. Les ordres étaient stricts, aucun contact, aucune intervention. Tout devait être documenté. Mais je sentais que chaque jour, chaque heure passée dans cette pièce, ce projet avalait un peu plus de mon humanité. J'entendais dans ma tête les mêmes voix que celles des sujets, une obsession naissante, un lien malsain. Je comprenais qu'ils étaient déjà morts, quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes, prisonniers d'un cauchemar éveillé. Je vous parle de tout ça, mais je n'ai plus la force d'écrire. Mes mains tremblent. Je suis seul, malgré les caméras, malgré les micros. L'horreur n'est pas dans la pièce. Elle est dans mon esprit. Je ne sais pas combien de temps encore je tiendrai. Si demain ou après-demain, je disparais, sachez que cette histoire était une mise en garde. Sache que cette histoire est une mise en garde. Que cette expérience était une folie, une damnation humaine, même si c'était pour sauver un pays. Jour 5 à 8, la spirale de la folie. La chambre hermétique où sont enfermés les sujets est devenue un théâtre d'horreur invisible, un lieu où la réalité se délite morceau par morceau. Les hommes enfermés là, ou ce qu'ils sont devenus, ne ressemblent plus à des humains. Chaque jour, leur esprit se fracture un peu plus, comme un miroir brisé dont les éclats reflètent 1000 cauchemars différents. Imaginez 1000 cauchemars par éclat. Une vraie torture. Les cris, les murmures, les rires hystériques s'entremêlent dans une symphonie chaotique qui me hante, bien au-delà de la vitre blindée.
Sari, celui qui écrivait sur les murs, a disparu. Pas physiquement, non. Il est toujours là. Mais plus comme une présence tangible. Son corps est resté allongé immobile, mais ses yeux semblaient regarder à travers le temps et l'espace, fixant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Il a cessé de parler, sauf pour des mots rares, à peine audibles, prononcés avec une intensité terrifiante, comme s'il récitait un vieux chant funéraire. Parfois, il marmonnait des phrases en vieux slavon, et je sentais dans sa voix la naissance d'une entité obscure, une malédiction née du gaz et de l'isolement. Les autres, eux, se sont transformés en monstres plus subtils, moins physiques, mais bien plus effrayants. Ils ont commencé à se parler dans un langage que je n'arrivais pas à comprendre, un mélange de souffles, de grognements, de mots déformés, comme une langue oubliée depuis des siècles. Le rien entre eux devenait une toile de paranoïa et de défi, mais aussi une sorte d'alliance contre moi, contre le monde entier, le monde extérieur. Ils savaient que j'étais leur seul témoin, mais aussi leur geôlier invisible. J'ai vu Petrov se mutiler, arracher sa propre peau en longs lambeaux. Ses cris déchirants résonnaient à travers la salle de contrôle, me glaçant le sang. Quand j'ai voulu intervenir, mon supérieur m'a ordonné de rester silencieux. La science exige des sacrifices, m'a-t-il lancé, d'un ton froid et sec. Mais à ce moment précis, j'ai senti que la science n'était qu'une façade pour un rituel de destruction humaine. Petrov n'était plus un homme, il était devenu une manifestation ambulante de douleur, son corps une prison vivante d'agonie perpétuelle. Je me suis surpris à rêver de sortir de ce bâtiment, de fuir le plus loin possible, loin de cette pièce maudite, de ses cris et de ses ombres. Mais quelque chose m'attire, une force obscure que je ne comprends pas encore. Chaque jour, je me rapproche de la folie, mes pensées deviennent floues, mes souvenirs se mélangent. Parfois, je ferme les yeux et j'entends leur voix m'appelant, m'enveloppant dans un voile glacial. Je me demande si le gaz ne les a pas contaminés, mais moi aussi. M'a-t-il contaminé ? Je me pose la question. Les jours s'écoulent, mais le temps n'a plus vraiment de sens. Ils ne dorment pas, ne vivent pas non plus, leur corps se dégrade, leur esprit dérive. Et je vois des ombres danser sur leur visage déformé par la folie. Un soir, j'ai entendu un rire qui m'aurait jamais dû sortir de la bouche d'un homme. Un rire d'horreur, un rire qui vous pénètre jusqu'à l'âme. C'était Marco, un des sujets. Il s'est mis à courir dans la pièce, frappant les murs, se parlant en lui-même, s'adressant à quelque chose que nous pouvions pas voir. Puis la pire scène. J'ai assisté impuissant à leur basculement final. Ils se sont retournés les uns contre les autres, avec une violence primitive, un carnage silencieux. Je n'entendais plus que des râles, des gémissements, le son déchirant de la chair et des os brisés. La lumière de la pièce semblait s'éteindre peu à peu, engloutissant toute trace d'humanité. Et au milieu de ce chaos, j'ai vu dans les yeux de cette chose, ce monstre intérieur qui avait pris leur place. La peur pure, la haine absolue, la désolation sans fin. Je ne sais pas comment ils ont survécu aussi longtemps, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus exactement. Ce que je sais, c'est qu'ils m'ont changé. Je ne dors plus, je ne vis plus vraiment. Chaque nuit, je revis leurs cris, leurs regards vides, leurs supplications silencieuses. Et ce gaz, ce foutu gaz, qui semble s'infiltrer dans mes veines, dans mes pensées, m'enchaînant à cette expérience maudite. Je sens que la fin approche. Je sais que demain, ou peut-être dans quelques heures, quelque chose va basculer définitivement. Que cette histoire ne sera plus un récit, mais une malédiction à jamais gravée dans mon esprit. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je dois raconter, témoigner, parce que si je me tais, si personne n'entend, alors nous serons tous condamnés à répéter cette folie. Le jour 9, à 15, c'est la chute finale. Ce qui s'est passé dans ces derniers jours dépasse toute compréhension. La chambre hermétique est devenue un tombeau. Un cercueil d'acier et de folie où l'humanité s'est effondrée. Comme une flamme vacillante dans un vent glacé. J'ai cru que rien ne pouvait être pire que la vision de ces hommes brisés. Mais je me suis trompé.
Le pire n'était pas encore arrivé. Le pire, c'était ce qu'ils sont devenus et ce que je suis en train de devenir. Après le massacre silencieux, il ne restait plus que 2 sujets. Ou ce qu'il en restait, ils ne parlaient plus, ils ne bougeaient presque plus, mais leurs yeux étaient d'un éclat nouveau et terrifiant. Ce n'était plus de la folie, non, c'était une lucidité extrême, une conscience aiguë d'un enfer intérieur. Ils semblaient partager une intelligence perverse, un lien au-delà de toute logique. Je les observais, les mains tremblantes, incapables de détourner le regard, comme captivés. Puis, les choses ont commencé à changer en moi. Ce gaz, cette substance toxique s'est infiltrée dans mon corps, j'en suis sûr, dans mon esprit. Mes nuits sont devenues des supplices, des labyrinthes où je me perds à chaque pas. J'entends leurs voix, je vois leurs ombres se glisser dans mes pensées. Je ressens ce qu'ils ressentaient, cette douleur infinie, ce vide abyssal. Je me rends compte que je suis en train de devenir l'un d'eux, prisonnier de cette expérience, condamné à ne jamais retrouver la lumière. Le dernier jour, j'ai vu le sujet restant. Andrei se lever lentement. Il a marché vers la vitre qui me séparait de lui, ses yeux me transperçant, perçant mon âme. Sans un mot, il m'a tendu la main, comme pour m'attirer dans cette prison invisible. C'est un appel désespéré, j'en suis sûr, une invitation à le rejoindre dans cet enfer dont on ne pouvait s'échapper. J'ai voulu fuir, briser cette vitre, hurler pour qu'on me sauve. Mais je savais que personne ne viendrait. Personne ne viendrait parce que ce projet était top secret, trop honteux, parce qu'on ne voulait pas que le monde sache à quel point l'homme pouvait sombrer dans l'inhumanité. Je suis resté là, figé, tandis que l'obscurité m'engloutissait. Maintenant, je t'écris ceci avec les dernières forces qui me restent, dans l'espoir que quelqu'un quelque part lira ces mots. Cette histoire doit servir d'avertissement. Ne cherchez jamais à défier les limites de l'esprit humain. Certaines portes ne doivent pas être ouvertes, certaines expériences ne doivent pas exister. Si tu lis ces lignes, sache que le cauchemar continue, qu'il ne s'arrête pas avec moi, que la folie, le gaz et l'abîme guettent toujours ceux qui osent regarder de trop près. Et peut-être que bientôt le prochain cobaye, le prochain témoin, ce sera toi. Parce que cette expérience, cette malédiction, c'est plus qu'un souvenir. C'est une présence, une ombre qui grandit et elle ne dort jamais. L'épilogue, l'écho du silence. Des semaines ont passé depuis que j'écris ces lignes, ou peut-être des mois. Le temps n'a plus vraiment d'importance, ni l'endroit où je me trouve désormais. Je suis enfermé dans un silence oppressant, un isolement bien pire que la chambre hermétique. On m'a retiré de ce projet, officiellement déclaré inapte à poursuivre. Mais personne ne m'a demandé si j'étais encore humain. Personne ne m'a demandé si mes nuits étaient hantées par des cris étouffés, les yeux vides, les mains tendues vers moi. Ils m'ont isolé, comme si le simple fait de raconter pouvait contaminer. Comme si mes mots étaient une contagion plus dangereuse que le gaz lui-même. Pourtant, parfois, dans le noir complet, j'entends un souffle, un murmure à la frontière de mon esprit. Un souffle qui me dit que ce n'est pas fini, que le gaz dort quelque part, patient, prêt à se réveiller, que la folie, cette entité affamée, attend son heure. Je ferme les yeux. Je revois leur visage déformé, leur regard fixé sur moi, leurs supplications silencieuses. Et je me demande, suis-je vraiment sorti de cette chambre? Ou suis-je simplement entré dans un autre labyrinthe, plus vaste, plus cruel? L'expérience ukrainienne n'a pas tué ces hommes. Elle les a transformés en gardiens d'un secret terrible, un secret que personne ne veut entendre mais qui continue de cloître dans l'ombre, prêt à dévorer quiconque ose l'approcher. Alors, si tu as lu jusqu'ici, si cette histoire t'a atteint quelque part dans ton esprit, prends garde, parce que parfois les horreurs qu'on croit enfermées derrière des murs ne restent jamais à l'intérieur. Elles se propagent, silencieuses et lentes, jusqu'à ce que la nuit devienne cauchemar réveillé, pour toi aussi. Et peut-être
Un jour, tu entendras ce même souffle, Ce même appel, l'écho du silence. Merci d'avoir écouté cette histoire. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour suivre nos prochaines histoires sur la chaîne du Grimoire Noir. À bientôt.